Symbiose, le podcast de celles qui vivent le cancer du sein. Une émission Fréquence Médicale en partenariat avec les laboratoires Lilly. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de la place des patients dans la construction de la médecine de demain. On appelle ça la démocratie en santé. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Mesiani, praticien spécialiste en oncologie médicale à l'Institut Curie. Et nous sommes aussi avec Véronique, une patiente touchée par un cancer du sein et bénévole impliquée dans des associations de patients. Pour commencer, docteur Mesiani, je voudrais vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'on entend par démocratie en santé ? Alors, la démocratie en santé repose en fait sur la participation active des patients, des aidants, mais en fait de façon générale des usagers dans les décisions de santé et dans l'élaboration des politiques publiques. C'est en fait un véritable changement de paradigme parce que finalement les individus ne sont plus des bénéficiaires passifs, mais vont être de véritables constructeurs du système de soins. C'est quelque chose qui était déjà connu à l'époque du paternalisme initié par l'éducation thérapeutique, puis ça a été inscrit clairement dans le journal officiel par la loi des droits des malades en 2002, et c'était une réponse finalement à des scandales sanitaires de l'époque et à une perte de confiance par les usagers dans le système de santé. Le fondement est clair, il encourage les droits individuels, il encourage l'autonomie et les décisions partagées avec les patients, mais aussi les droits collectifs en intégrant en fait les savoirs expérientiels des patients dans les soins, dans la recherche médicale et dans les politiques de santé publique généralement. Il faudra évidemment respecter les principes de transparence dans cette collaboration, de dialogue et d'éthique, et ça peut s'intégrer à n'importe quel niveau du système de santé. Et de votre côté, Véronique ? Alors pour moi, la démocratie en santé se vit au quotidien, notamment dans sa prise en charge en tant que patient auprès des professionnels de santé. Surtout que la santé est notre bien le plus précieux et lorsqu'elle vacille et nous rend vulnérables, elle nous met en tant que personnes malades et nos proches au cœur du système de santé qui est quand même un monde très méconnu. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir recevoir une information claire et adaptée pour accepter ou refuser un soin. Et ce qu'on peut connaître aussi de la démocratie en santé, c'est les représentants des usagers au sein des établissements de santé qui ont un rôle de porte-voix. Ils s'assurent que nos droits en tant que patients soient respectés, mais ils font aussi des propositions pratiques qui permettent d'améliorer l'accueil et la prise en charge des malades et de leurs proches au sein de l'hôpital. Docteur Mesiani, vous avez fait une maîtrise en recherche éthique et bioéthique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans la relation patient-soignant ? Alors, avant la relation patient-soignant, c'est le cadre de la relation d'abord qui change avec la démocratie en santé parce que en fait, on a une évolution d'une médecine dite personnalisée. On est aussi dans une époque où il y a une appétence des populations à l'information médicale par divers moyens de communication. Et tout ça favorise une relation démocratique entre les professionnels et les patients, d'autant plus que c'est des sollicitudes qui émanent des autorités, que ce soit au niveau national, comme la Haute Autorité de Santé, ou international, comme l'OMS par exemple. Et d'autre part, il y a le contexte aussi de maladies graves avec des choix thérapeutiques multiples qui ont besoin d'une approche plutôt holistique. Et pour ce faire, il est important, en tout cas, d'aller interroger les besoins, les objectifs et les priorités des patients qui sont, il faut le reconnaître, souvent peut-être pas bien perçus par les professionnels afin d'apporter une réponse adaptée aux besoins des patients. Les bénéfices, en fait, dans cette relation, du coup, qui vont ressortir sont clairs. Les patients, les bénéfices, ils sont clairs pour tous parce que les patients, ils vont se sentir mieux compris et du coup, ils seraient plus engagés, alors que les professionnels vont être enrichis par les perspectives qu'apporte le patient. Ils gagnent franchement en empathie, d'ailleurs, ça a déjà été publié, et tout cela va contribuer à rendre les soins plus efficaces, avec l'amélioration finalement de la satisfaction des soignés et des soignants. Et pour vous, Véronique ?
Alors, lorsqu'ils arrivent en consultation, ils ne sont plus ignorants et passifs. Ils sont demandeurs de ne pas être considérés comme une maladie ou un résultat d'examen expliqué avec des mots techniques et complètement incompréhensibles. Les patients ont besoin d'être écoutés sur ce qu'ils vivent au quotidien à cause de la maladie ou à cause des traitements. Ainsi, ça permettra qu'ils soient moins anxieux. Ils pourront mieux adhérer au projet de traitement et mieux faire face aux effets indésirables. Alors moi, je dirais aux professionnels de santé d'expliquer les étapes, les plannings envisagés, même si parfois il y a des changements dans ce planning, de s'adapter aussi aux souhaits des patients, car parfois le patient souhaite être informé, d'autres fois d'avoir moins d'informations, donc au moins l'interroger sur ses souhaits. Et je donnerai un exemple, l'oncologie, qui est le domaine dans lequel je suis patiente. C'est que les parcours ne sont pas linéaires et demandent beaucoup d'adaptation à chacun. Alors, de l'adaptation pour celui qui est soigné, mais aussi de l'adaptation pour le soignant. Et effectivement, cette approche-là donnera un peu plus une communication en fait d'égal à égal et permettra de mieux adhérer au parcours de soins pour le patient. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus de patients partenaires. Pour vous, Véronique, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est tout d'abord un patient qui a sa propre expérience et son vécu de la maladie. Il s'engage dans le processus de décision concernant son traitement et participe activement à son parcours de soins. Puis ce patient va se dire, moi aussi j'ai besoin d'aider les autres et va s'impliquer dans l'accompagnement des autres patients. Il devient alors un patient ressource ou un père aidant qui aide les autres patients à développer leurs compétences pour mieux vivre le quotidien avec leur maladie. L'étape suivante du partenariat patient, ça va être de co-construire avec les professionnels de santé des parcours de soins en vue d'améliorer la qualité de vie des patients. Ainsi, on peut aussi voir des patients partenaires qui peuvent également jouer un rôle dans la recherche. Ils apportent la perspective patient et ils aident aussi à orienter les projets de recherche vers les besoins réels des patients. Alors, j'ai un exemple concret, c'est la mise en place par la Fédération Unicancer de patients référents en recherche qui sont intégrés au sein de leur groupe de recherche clinique et dont je fais partie. Pour vous, docteur Mesiani, quelle serait la définition du patient partenaire ? Donc, avant de donner en fait la définition du patient partenaire, je voulais signaler juste que dans la littérature comme dans la pratique d'ailleurs, on trouve une terminologie très hétérogène comme patient expert, patient partenaire, patient co-chercheur. Finalement, ils décrivent tous les rôles des patients dans les soins ou dans la recherche, chacun avec des nuances spécifiques selon les attentes dans le cadre du projet, mais selon aussi les phases d'inclusion, que ce soit dans la conception, la diffusion ou l'évaluation des projets de soins ou de recherche d'ailleurs. Cette diversité, elle peut créer des divergences de perception entre les professionnels et les patients sur le réel engagement attendu. Donc il faudra déjà qu'on travaille à unifier cette sémantique pour une meilleure compréhension, une meilleure application des stratégies d'engagement. Ensuite, peu importe finalement le terme qu'on va utiliser, il est essentiel, en tout cas selon mon point de vue, d'aborder le patient partenaire surtout avec une approche inclusive et participative. C'est-à-dire le patient ne doit plus être au centre du projet de soins, mais il doit être intégré dans l'équipe de soins et participer activement à son projet de soins. Et c'est la même chose d'ailleurs dans la recherche. Le fil conducteur de tout ça, dans cette démarche, repose surtout sur la reconnaissance et la valorisation surtout des savoirs expérientiels des patients pour qu'il y ait une complémentarité avec l'offre du professionnel, une communication plus fluide entre le patient et le professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, pour devenir patient partenaire, il faut avoir fait une formation ? Quand on parle de la formation, c'est exactement un des défis de l'expansion de la démocratie en santé actuellement, parce qu'il s'agira plutôt de former pour et par les patients, mais aussi pour et par les professionnels. En fait, il faut former les patients pour améliorer leur autonomie,
dans l'intégration, soit dans l'équipe de soins ou dans l'équipe de recherche, bien sûr, mais aussi les professionnels pour favoriser une collaboration efficace. La formation, bien sûr, elle doit être continue pour pouvoir l'ajuster aux besoins évolutifs. Il faut que les programmes éducatifs soient co-construits entre patients et professionnels pour qu'ils soient plus pertinents et qu'ils répondent aux besoins finalement de l'ensemble des partenaires, parce qu'on parle bien d'un partenariat. Les initiatives pour surmonter ce défi, en tout cas actuellement, font face à des résistances finalement à une certaine organisation hiérarchique des programmes, avec une complexité organisationnelle et un manque de ressources, bien sûr, et d'outils d'évaluation de l'impact réel des changements. Mais actuellement, malheureusement, les initiatives pour surmonter ce défi de formation, il fait face à une certaine résistance qui est liée finalement à une organisation très hiérarchique dans l'élaboration des programmes, avec une complexité organisationnelle qui ne facilite pas, en tout cas, l'élaboration de ces formations. De nos jours, en tout cas, plusieurs DU, c'est-à-dire diplômes universitaires, ont immergé sur la thématique de la démocratie en santé, et même les patients sont inclus dans les facultés de médecine comme formateurs, comme enseignants. Ça a déjà démontré, en tout cas, l'apport positif sur la formation des professionnels de santé. Et vous, Véronique, vous êtes actuellement en train de faire une formation pour devenir patient partenaire. Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Donc, pour s'engager dans le partenariat en santé, les patients ont besoin d'acquérir des connaissances. Alors, ces connaissances portent sur la démocratie en santé, le système de santé, les parcours de soins, les techniques d'écoute et de communication, et aussi savoir se positionner de façon éthique pour avoir le recul et la distance nécessaires par rapport à son propre parcours avec la maladie. Me concernant, je suis dans la promotion 2024 du diplôme universitaire patient partenaire en démocratie en santé et parcours du médicament auprès de l'Université de santé Paris-Est Créteil. Alors, les enseignants sont des professionnels de santé en exercice dans des établissements de soins ou dans des instances de santé, mais il y a aussi des patients partenaires formateurs. Les étudiants sont quant à eux confrontés à différentes pathologies et c'est toute cette diversité qui permet toute la richesse de cette formation. Aujourd'hui, on est fin 2024. Pour vous, docteur Méziani, quelles sont les évolutions, les perspectives à venir pour faire vivre la démocratie en santé ? Pour une intégration, en tout cas effective, des patients dans le système de soins, que ce soit dans la recherche ou dans les parcours de soins, il faudra, comme on l'avait dit juste avant, une formation continue, adaptée et co-construite pour les patients et les professionnels. Il faudra aussi surtout développer des méthodes standardisées d'évaluation de l'impact réel finalement de ces initiatives sur les résultats de santé. C'est important d'aller évaluer ce qu'on fait pour pouvoir finalement élaborer des stratégies de bonnes pratiques et partager les bonnes expériences pour que ça soit généralisé, pour que ça soit pérennisé. Aussi, il faut une structuration à la fois institutionnelle mais aussi législative pour renforcer et soutenir durablement cette démarche participative pour que les statuts des patients partenaires justement soient clairs dans leurs fonctions et au sein des institutions. Finalement, c'est une collaboration entre les patients, les professionnels de santé, les directeurs institutionnels et les décideurs politiques qui est essentielle pour favoriser des pratiques de recherche et des pratiques de soins plus inclusives et plus participatives et éthiquement responsables. C'est une coopération finalement qui permettra de répondre aux besoins réels des patients et qui va in fine promouvoir son bien-être. Et de votre côté, Véronique ? Oui, alors depuis quelques années, l'innovation est en marche dans les partenariats et dans les parcours de soins. Et le plus marquant pour moi, c'est la co-construction de programmes d'accompagnement des patients sous anticancéreux oraux, en collaboration avec les soignants hospitaliers, les soignants de ville, sous l'impulsion de l'association dans laquelle je suis bénévole, Patients en Réseau. C'est un programme qui permet de démontrer l'efficience de l'accompagnement
entre la ville et l'hôpital dans l'observance du traitement et la prise en charge précoce des effets indésirables pour une meilleure qualité de vie. Le patient se sent plus en confiance et ça lui permet de mieux vivre son traitement au quotidien. Cependant, il reste encore quand même à construire un véritable statut du patient partenaire qui, comme l'indiquait le docteur Mediani, a plusieurs noms en fait. On parle de patient partenaire, patient expert, patient ressources. Donc pour moi, il est vraiment important qu'on puisse construire ce statut ensemble avec tous les acteurs, y compris les autorités de santé, afin que le patient partenaire soit aussi reconnu comme un acteur à part entière de la démocratie en santé, aux côtés des représentants des usagers et des associations de patients, parce que chacun vraiment apporte sa pierre à l'édifice. Docteur Mediani, est-ce que vous avez une conclusion à ajouter sur ce sujet ? Alors, je vais reprendre le mot ensemble de Madame Bernat, parce qu'effectivement, c'est ensemble qu'il faut y croire au changement de paradigme, car j'aime bien la citation du philosophe Schopenhauer qui dit que toute vérité franchit 3 étapes finalement. D'abord, elle est ridiculisée, c'était un peu le cas à l'époque paternaliste. Ensuite, elle subit une forte opposition. On y est un peu et on commence à la dépasser. Puis, elle va être considérée, en tout cas je l'espère, comme ayant toujours existé, par finalement une expansion effective de la démocratie en santé. Véronique, docteur Mediani, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain Symbiose.